Vous avez peut-être déjà entendu cette histoire. Ça, deux personnes, même diagnostic, même type de cancer. Des mêmes stades, l'une d'elles est morte 6 mois après. L'autre, elle, est toujours en vie 10 ans plus tard, en pleine santé, comme si rien ne s'était passé. Et vous vous êtes dit, comment est-ce possible? Qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux personnes? Est-ce une question de chance? Est-ce le traitement médical? Est-ce quelque chose dans leur façon de vivre, dans leur façon de penser, dans leur corps? Ou est-ce que certaines personnes sont simplement condamnées d'avance? Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons répondre à cette question précisément. Et je vous préviens dès maintenant, ce que vous allez entendre va peut-être remettre en question beaucoup de choses que vous croyez savoir sur le cancer. Parce que la médecine moderne a fait d'énormes progrès, oui. Mais il existe encore des zones d'ombre, des facteurs que les statistiques ne capturent pas, des vérités que personne ne vous dit quand vous sortez du cabinet médical avec une ordonnance dans la main. Je suis là pour vous parler de tout ça clairement, honnêtement et surtout de manière utile. Parce qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez en main les informations concrètes, scientifiquement soutenues, pour comprendre ce qui favorise la guérison du cancer, et surtout, et c'est là l'essentiel, ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour réduire considérablement votre risque d'en développer un. Alors restez jusqu'à la fin, parce que les dernières minutes de cette vidéo seront peut-être les plus importantes de toutes. Avant de parler de guérison, il faut comprendre ce qu'on combat. Et le problème, c'est que beaucoup de gens ont une image fausse du cancer. Ils pensent que c'est une seule et même maladie, qu'on l'attrape comme on attrape un rhume, qu'il suffit d'une chimiothérapie pour s'en débarrasser. Ou pire, certains pensent que c'est une fatalité génétique sur laquelle ils n'ont aucun contrôle, où toutes ces idées sont fausses. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le cancer n'est pas une maladie. C'est un groupe de plus de 200 maladies différentes, toutes caractérisées par la même anomalie fondamentale. Des cellules qui se multiplient de manière incontrôlée, qui envahissent les tissus voisins, et qui peuvent se propager à d'autres parties du corps à travers le sang ou le système lymphatique. Mais le cancer du poumon n'a presque rien à voir avec le cancer du col de l'utérus. Le lymphome est radicalement différent du mélanome. Chaque type de cancer a ses propres mécanismes, ses propres déclencheurs, ses propres réponses au traitement et ses propres facteurs de guérison. Alors quand vous entendez que quelqu'un a guéri du cancer, il faut toujours se poser la question de quel cancer, à quel stade, avec quel traitement, dans quel contexte de vie, parce que toutes ces réponses comptent énormément. Maintenant, comprenons comment un cancer se développe. Dans votre corps, en ce moment même, certaines de vos cellules connaissent des mutations. C'est normal, ça arrive constamment. Votre ADN, le code génétique à l'intérieur de chaque cellule, est exposé à toutes sortes d'agressions. Les rayonnements ultraviolets du soleil, les produits chimiques de l'alimentation, la pollution, le stress oxydatif du métabolisme naturel. Ces agressions créent des erreurs dans le code. Ces erreurs s'appellent des mutations. Mais votre corps a un système de défense remarquable. Il dispose de gènes spéciaux, appelés gènes suppresseurs de tumeurs, dont le rôle est précisément de détecter ces cellules défectueuses et de les éliminer avant qu'elles ne prolifèrent. Votre système immunitaire, lui aussi, patrouille en permanence, cherchant et détruisant les cellules anormales. Le cancer, c'est quand ce système de défense échoue. Soit parce que les mutations s'accumulent trop vite, soit parce que le système immunitaire est affaibli, soit parce que les gènes chargés de la réparation de l'ADN sont eux-mêmes mutés. C'est à ce moment-là que des cellules cancéreuses commencent à se former, à s'organiser, à construire leur propre réseau sanguin, à s'installer et à grandir. Ce que la science a compris ces dernières années, c'est que ce processus n'est pas instantané. Il faut souvent des années, parfois des décennies, pour qu'une cellule cancéreuse devienne une tumeur visible et détectable. Et pendant tout ce temps, votre corps tente de lutter. Ce que vous faites pendant ces années, ce que vous mangez, comment vous dormez, comment vous gérez le stress, ce à quoi vous vous exposez, influence directement la capacité de votre corps à gagner ce combat silencieux. Voilà pourquoi deux personnes avec le même diagnostic peuvent avoir des trajectoires si différentes. L'une d'elles a peut-être passé 30 ans à soutenir ses défenses. L'autre les a peut-être passés à les saper sans le savoir. Passons maintenant au cœur du sujet. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes guérissent du cancer quand d'autres non? La réponse est complexe et elle est multiple. Il ne s'agit pas d'un seul facteur magique, mais d'une combinaison de facteurs. Certains biologiques, certains comportementaux, certains psychologiques. Et oui, certains liés à la chance et au timing. Allons les examiner un par un. Le premier facteur, et probablement le plus décisif dans les statistiques médicales, c'est le stade du cancer au moment du diagnostic. Et c'est ici que la réalité est la plus brutale. Un cancer du sein détecté au stade 1, c'est-à-dire quand la tumeur est petite et localisée, a un taux de survie à 5 ans qui dépasse les 80.
Le même cancer du sein détecté au stade 4, quand il s'est propagé aux poumons, au foie ou aux os, a un taux de survie à 5 ans qui tombe à moins de 30. La différence n'est pas dans la biologie fondamentale du cancer, elle est dans le moment où on l'a trouvé. Cela signifie que la détection précoce sauve des vies, littéralement, massivement, de manière prouvée. Et pourtant, des millions de personnes dans le monde remettent les visites médicales à plus tard. Elles ignorent les symptômes. Elles ont peur d'entendre une mauvaise nouvelle. Elles pensent que ça ne peut pas leur arriver. Et ce retard, parfois de quelques mois seulement, peut faire la différence entre un cancer opérable et un cancer qui a déjà métastasé. Mais le stade du diagnostic, bien qu'essentiel, n'est pas le seul facteur. Parce que vous avez certainement entendu parler de ces cas stupéfiants où quelqu'un reçoit un diagnostic de cancer en phase avancée et pourtant survit contre toute attente. Ces cas existent. Ils ne sont pas des légendes urbaines. La médecine les appelle des répondeurs exceptionnels. Et depuis quelques années, des scientifiques étudient sérieusement ces cas pour comprendre ce qui les rend différents. Le deuxième grand facteur, c'est la biologie individuelle. Et c'est là que les choses deviennent fascinantes. À l'intérieur de chaque tumeur, il n'y a pas qu'un seul type de cellules cancéreuses. Il y a en réalité une population hétérogène de cellules, certaines plus agressives, certaines plus résistantes aux médicaments, certaines plus vulnérables. La composition génétique de cette tumeur, qu'on appelle son profil moléculaire, détermine en grande partie comment elle va répondre au traitement. C'est pourquoi la médecine de précision, ou médecine personnalisée, a révolutionné le traitement de certains cancers ces 20 dernières années. Au lieu d'appliquer le même protocole à tout le monde, les oncologues analysent maintenant le profil génétique de la tumeur et choisissent le traitement qui correspond exactement aux mutations présentes. Une patiente avec un cancer du poumon, portant la mutation EGFR, va répondre remarquablement bien à une molécule ciblée appelée erlotinib, une molécule qui serait totalement inutile chez une autre patiente sans cette mutation. Ce n'est pas de la chance, c'est de la biologie moléculaire. Le troisième facteur, peut-être le moins bien compris du grand public, c'est le rôle du système immunitaire. Et je veux m'arrêter longuement sur ce point parce qu'il est crucial. Votre système immunitaire est votre armée personnelle contre le cancer. Mais ce n'est pas une armée passive qui attend d'être attaquée. C'est une armée active qui patrouille, qui cherche, qui identifie et qui détruit. Des cellules immunitaires spéciales, les lymphocytes T, les cellules NK ou natural killers, les macrophages, ont la capacité de reconnaître les cellules cancéreuses comme étrangères et de les éliminer. Il y a une discipline scientifique entière qui s'est développée autour de cette réalité, c'est l'immunothérapie. L'immunothérapie, c'est l'idée qu'au lieu d'attaquer directement le cancer avec des poisons chimiques, on peut booster ou réorienter le système immunitaire du patient pour qu'il fasse lui-même le travail. Et les résultats ont été spectaculaires dans certains cancers, mélanome, cancer du poumon, cancer de la vessie, avec des rémissions durables chez des patients qui n'avaient plus aucune option thérapeutique. Mais voilà la question clé. Pourquoi certains patients répondent brillamment à l'immunothérapie et d'autres pas du tout? La réponse est dans l'état de leur système immunitaire avant et pendant le traitement. Un système immunitaire fort, diversifié, bien nourri et non épuisé répond mieux. Et inversement, un système immunitaire chroniquement affaibli par des années de mauvaise alimentation, de stress non géré, de manque de sommeil, d'exposition à des toxines environnementales, va répondre de manière sous-optimale, même aux traitements les plus avancés. Ce lien entre le mode de vie, le système immunitaire et la réponse au cancer, c'est l'une des découvertes les plus importantes de l'oncologie moderne. Et c'est un lien sur lequel vous avez un pouvoir direct. Le cinquième facteur, et c'est là que la conversation devient vraiment concrète pour vous, c'est le mode de vie global. L'alimentation, l'activité physique, le sommeil, l'alcool, le tabac, l'exposition aux carcinogènes environnementaux. Et ces facteurs ont été étudiés pendant des décennies, où les données sont accablantes et pourtant sous-communiquées. On estime aujourd'hui que 30 à 40% des cancers pourraient être évités par des modifications du mode de vie. 30 à 40%. C'est presque la moitié. Cela signifie que des millions de personnes développent un cancer chaque année à cause de quelque chose qu'elles mangent, qu'elles fument, qu'elles boivent ou à quoi elles s'exposent et que ce cancer aurait pu être évité. Il existe une catégorie de cas qui fascine les médecins et les chercheurs depuis des décennies. On les appelle les rémissions spontanées. Ce sont des cas documentés où un cancer, souvent à un stade avancé, a régressé ou disparu complètement sans traitement médical conventionnel, ou avec un traitement tellement minimal qu'il ne peut pas expliquer à lui seul la guérison. Ces cas sont rares, on estime leur fréquence à environ 1 sur 100 000 diagnostics de cancer. Mais ils existent, ils sont documentés dans des revues médicales sérieuses, et ils posent une question fascinante et troublante. Que s'est-il passé dans ces corps pour que la tumeur disparaisse d'elle-même?
Le Dr Kelly Turner, chercheuse à l'Université de Californie, a passé des années à interviewer des patients qui avaient connu ce type de rémission radicale, des patients qui avaient survécu à des cancers que la médecine avait jugés terminaux. Dans ses recherches, elle a identifié des facteurs récurrents dans ces histoires. Ces patients avaient souvent radicalement changé leur alimentation. Ils avaient pris leur santé émotionnelle en main. Ils avaient trouvé une raison profonde de vivre. Ils avaient parfois quitté des situations de stress chronique toxiques. Et ils avaient maintenu un engagement actif dans leur propre guérison. Ces données sont anecdotiques, oui. Ce ne sont pas des essais cliniques randomisés. Mais elles pointent vers quelque chose que la science commence seulement à quantifier, la capacité du corps à se soigner lui-même quand les conditions sont réunies. Voilà. Ce que ces rémissions spontanées suggèrent, c'est que dans certaines circonstances exceptionnelles, l'organisme réussit lui-même à démasquer le cancer et à mobiliser une réponse immunitaire suffisamment puissante pour l'éliminer. L'une des choses les plus sophistiquées que fait un cancer, c'est précisément de se déguiser pour ne pas être vu par le système immunitaire. Il exprime sur sa surface des protéines qui envoient aux cellules immunitaires un message « Laisse-moi passer, je ne suis pas un ennemi ». C'est précisément ce que bloquent les nouvelles immunothérapies, des médicaments appelés inhibiteurs de point de contrôle, qui arrachent ce déguisement et permettent au système immunitaire de voir enfin la tumeur et de l'attaquer. La question fascinante et potentiellement révolutionnaire est de savoir comment créer ces conditions de démaquillage du cancer de manière délibérée. C'est là que la recherche en cours est la plus excitante. Il y a 10 ans, si vous aviez dit à un oncologue que les bactéries dans vos intestins pouvaient influencer votre réponse au traitement du cancer, il vous aurait regardé avec bienveillance et vous aurait expliqué que vous confondez la médecine avec la naturopathie. Aujourd'hui, ce même oncologue publie des études sur le sujet dans les plus grandes revues médicales du monde. Le microbiome intestinal, cet écosystème de billions de bactéries, champignons, virus et autres micro-organismes qui vivent dans vos intestins, est devenu l'un des sujets les plus chauds de la recherche en cancérologie. Et les découvertes sont stupéfiantes. Une étude publiée dans Science en 2018 a montré que les patients atteints de mélanome qui répondaient bien à l'immunothérapie avaient un microbiome intestinal significativement différent de ceux qui n'y répondaient pas. Certaines bactéries spécifiques, notamment Faecalibacterium prausnitzii et Bifidobacterium longum, étaient beaucoup plus abondantes chez les bons répondeurs. Et lorsque les chercheurs ont transplanté le microbiome de bons répondeurs dans des souris dont le microbiome avait été éliminé, ces souris ont elles aussi mieux répondu au traitement. Ce n'est pas un résultat isolé. Des dizaines d'études depuis lors ont confirmé ce lien. Mais pourquoi le microbiome influence-t-il le système immunitaire à ce point ? Parce que 70% de votre système immunitaire est localisé dans vos intestins. La muqueuse intestinale est la plus grande surface d'interface entre votre corps et le monde extérieur. Et les bactéries qui vivent là ne sont pas des passagers inertes. Elles communiquent activement avec vos cellules immunitaires, les éduquant, les calibrent, les activent ou les inhibent selon leur propre nature. Un microbiome riche et diversifié tend à produire un système immunitaire bien calibré, capable d'une réponse forte et précise contre les cellules cancéreuses. Un microbiome appauvri par des années d'antibiotiques mal utilisés, d'alimentation ultra transformée, de stress chronique, produit un système immunitaire sous-optimal et potentiellement moins efficace contre le cancer. Ce que cela signifie pour vous concrètement, ce que vous mettez dans votre assiette influence directement la composition de vos bactéries intestinales, qui influence directement votre immunité, qui influence directement votre risque de cancer et votre capacité à y résister. C'est une chaîne de causalité directe, du bout de votre fourchette jusqu'aux cellules de votre système immunitaire. Il y a un concept que vous devez absolument comprendre si vous voulez saisir pourquoi certains corps sont plus vulnérables au cancer que d'autres. Ce concept, c'est l'inflammation chronique. Et c'est peut-être le facteur de risque le plus sous-estimé et le plus répandu dans nos sociétés modernes. L'inflammation aiguë, c'est ce qui se passe quand vous vous coupez le doigt et que la peau autour rougit, enfle et fait un peu mal. C'est une réponse normale, saine et utile de votre corps pour combattre les infections et réparer les tissus. Elle dure quelques jours et disparaît. L'inflammation chronique, c'est autre chose. C'est un état d'alarme permanent à bas bruit qui dure des mois, des années, parfois des décennies. Votre système immunitaire est constamment en état d'alerte, déversant dans vos tissus des molécules inflammatoires qui, à la longue, endommagent l'ADN de vos cellules, favorisent les mutations et créent un environnement où le cancer prospère. Le lien entre inflammation chronique et cancer est aujourd'hui l'un des mieux établis en oncologie. Le cancer colorectal est fortement associé à la maladie inflammatoire de l'intestin. Le cancer du foie est associé à l'hépatite chronique et à la cirrhose, deux conditions inflammatoires. Le cancer de l'estomac est associé à l'infection chronique par Helicobacter pylori,
qui provoque une inflammation de la muqueuse gastrique. Et pratiquement tous les cancers progressent plus vite dans un environnement tissulaire pro-inflammatoire. Mais qu'est-ce qui provoque cette inflammation chronique dans votre corps? La réponse est probablement tout ce que vous faites quotidiennement. Le tabac est un puissant déclencheur d'inflammation chronique. L'alcool en excès provoque une inflammation du foie, du tube digestif et du pancréas. L'obésité, particulièrement la graisse viscérale accumulée autour des organes abdominaux, est une source majeure d'inflammation chronique. Cette graisse n'est pas un tissu inerte, c'est un tissu actif qui sécrète constamment des molécules inflammatoires. L'alimentation ultra transformée, riche en sucre raffiné, en acides gras trans, en additifs et en conservateurs, provoque une inflammation intestinale chronique qui se répercute dans tout l'organisme. Le stress psychologique chronique élève durablement le cortisol, qui en excès finit par perturber la régulation immunitaire et favoriser l'inflammation. La sédentarité contribue elle aussi à l'inflammation, car le mouvement physique régulier est l'un des meilleurs régulateurs naturels de l'équilibre inflammatoire. Voici la bonne nouvelle dans tout ça. L'inflammation chronique est largement modifiable. Ce n'est pas une fatalité génétique, c'est la conséquence de conditions que vous pouvez en grande partie contrôler. Et réduire l'inflammation chronique dans votre corps, c'est littéralement réduire le risque que le cancer trouve en vous un terrain favorable. C'est héréditaire dans ma famille. Mon père avait un cancer du côlon, ma grand-mère avait un cancer du sein, je n'ai aucune chance. Combien de fois avez-vous entendu ce genre de phrase? Et combien de personnes se résignent à leur sort en croyant que les gènes ont tout décidé d'avance? Il faut ici faire une distinction fondamentale, et elle va peut-être vous libérer d'une croyance limitante. Oui, il existe des formes de cancer à prédisposition génétique forte. Les mutations BRCA1 et BRCA2 par exemple augmentent considérablement le risque de cancer du sein et des ovaires. Les syndromes comme le Lynch augmentent le risque de cancer colorectal. Ces prédispositions génétiques sont réelles et significatives. Mais voilà la nuance cruciale. La grande majorité des cancers ne sont pas des cancers héréditaires à prédisposition génétique forte. Selon les estimations actuelles, seulement 5 à 10% des cancers sont attribuables à des mutations génétiques héréditaires. Le reste 90 à 95% résulte d'une interaction entre des facteurs environnementaux, comportementaux et des mutations acquises au cours de la vie. Et même pour les cancers à prédisposition génétique, la génétique n'est pas un destin absolu. Elle augmente le risque. Elle n'est pas une condamnation. C'est là qu'intervient un champ scientifique relativement récent et absolument passionnant, l'épigénétique. L'épigénétique, c'est l'étude de tout ce qui influence l'expression de vos gènes sans modifier la séquence de l'ADN lui-même. En d'autres termes, vous avez reçu un ensemble de gènes à la naissance. Mais lesquels de ces gènes sont actifs, lesquels sont silencieux, lesquels sont surexprimés ou sous-exprimés, tout ça est modulé en permanence par votre environnement, votre alimentation, vos habitudes, vos expériences émotionnelles. Des études épigénétiques ont montré que des régimes alimentaires riches en légumes crucifères, brocolis, choux, choux-fleurs peuvent réactiver des gènes suppresseurs de tumeurs qui avaient été éteints par des modifications épigénétiques. Que l'exercice physique régulier modifie l'expression de centaines de gènes impliqués dans la régulation cellulaire. Que le stress chronique peut modifier l'expression de gènes impliqués dans la réparation de l'ADN, rendant les cellules plus vulnérables aux mutations cancéreuses. Ce que cela signifie est extraordinairement important. Même si vous avez une prédisposition génétique au cancer, votre mode de vie peut influencer si et quand ces gènes s'expriment. Vous n'êtes pas victime de votre génome. Vous en êtes co-auteur chaque jour par chaque choix que vous faites. Parlons maintenant du traitement médical lui-même et des raisons pour lesquelles il donne parfois des résultats si différents d'un patient à l'autre. La chimiothérapie, la radiothérapie et la chirurgie sont les piliers du traitement conventionnel du cancer depuis des décennies, et ils sauvent des millions de vies. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, la médecine conventionnelle est indispensable. Et quiconque vous dit de l'abandonner au profit de remèdes naturels vous met en danger. Mais ces traitements ont des limites bien documentées. La chimiothérapie, par exemple, n'est pas sélective. Elle tue les cellules qui se divisent rapidement, ce qui inclut les cellules cancéreuses, mais aussi les cellules de votre moelle osseuse, de vos follicules pileux, de la muqueuse de votre intestin. C'est pour ça qu'elle cause des effets secondaires si sévères. Et c'est pour ça que certains patients ne tolèrent pas les doses thérapeutiquement efficaces. La résistance au traitement est un autre défi majeur. Les cellules cancéreuses, parce qu'elles se divisent rapidement et accumulent des mutations, peuvent développer des mécanismes de résistance aux médicaments. Un traitement qui fonctionnait parfaitement pendant 6 mois peut cesser de fonctionner parce qu'un sous-clone de cellules résistantes s'est développé. C'est l'une des raisons principales pour lesquelles le cancer de stade avancé est si difficile à traiter de manière définitive. Mais voici ce que peu de médecins vous disent clairement, non pas par mauvaise volonté, mais parce que le temps de consultation est limité
et que la culture médicale se concentre sur les traitements actifs, l'état général du patient, son mode de vie et son bien-être psychologique influencent directement l'efficacité des traitements. Des études ont montré que les patients cancéreux qui maintiennent une activité physique modérée pendant la chimiothérapie tolèrent mieux les traitements, ont moins d'effets secondaires sévères et ont de meilleurs taux de réponse. En effet, que les patients dont l'alimentation est riche en protéines et en micronutriments pendant le traitement récupèrent plus vite entre les cycles. Que les patients intégrés dans des groupes de soutien ont des taux de survie supérieurs à ceux qui sont isolés socialement. Ces données existent. Elles sont publiées. Et elles suggèrent que le patient n'est pas un réceptacle passif du traitement médical. Il est un participant actif dont l'état influencera l'issue thérapeutique. Avant de vous donner le plan d'action concret, je veux aborder 3 facteurs souvent sous-estimés qui jouent un rôle significatif dans le développement et la progression du cancer. Le premier, c'est le sommeil. On vit dans une culture qui valorise le fait de dormir peu et travailler beaucoup comme si c'était une vertu. C'est une erreur qui peut vous coûter très cher biologiquement. Pendant le sommeil, votre corps effectue des tâches de réparation essentielles. C'est pendant les phases de sommeil profond que votre système immunitaire est le plus actif, que les cellules NK sont les plus nombreuses et les plus efficaces, que les mécanismes de réparation de l'ADN fonctionnent à plein régime. Le sommeil n'est pas un luxe. C'est un processus biologique actif de maintenance de votre corps. Des études épidémiologiques ont montré que les personnes qui dorment régulièrement moins de 6 heures par nuit ont un risque significativement plus élevé de développer certains cancers, notamment le cancer colorectal et le cancer du sein. Une méta-analyse portant sur plus d'1 million de personnes a montré que chaque heure de sommeil insuffisant par nuit augmentait le risque de cancer de manière mesurable. Le deuxième facteur souvent négligé, c'est le stress oxydatif. Votre corps produit naturellement des molécules instables appelées radicaux libres comme sous-produits du métabolisme normal. En petite quantité, ces radicaux libres ont des fonctions utiles. En excès, ils endommagent les protéines, les lipides et surtout l'ADN de vos cellules, créant exactement le type de mutations qui peuvent mener au cancer. Quand la production de radicaux libres dépasse la capacité antioxydante du corps à cause du tabac, de la pollution, d'une alimentation pauvre en antioxydants, du rayonnement UV excessif, du stress chronique, on parle de stress oxydatif. Et le stress oxydatif chronique est un accélérateur de mutations et donc de risques cancéreux. Le troisième facteur, c'est l'exposition aux carcinogènes environnementaux. Un carcinogène est une substance qui augmente le risque de cancer. Certains, vous les connaissez, le tabac, l'alcool, l'amiante, les radiations ionisantes. D'autres sont moins connus mais présents dans votre quotidien. Les nitrosamines, formées lors de la cuisson des viandes transformées à haute température, sont classées carcinogènes de groupe 1 par le Centre international de recherche sur le cancer. Les aflatoxines, des moisissures qui contaminent les arachides et céréales mal stockées dans les pays tropicaux, sont parmi les carcinogènes hépatiques les plus puissants connus. Le benzopyrène, produit par les fumées de cuisson sur feu de bois ou charbon, est également carcinogène et largement répandu dans les cuisines traditionnelles africaines. Les perturbateurs endocriniens bisphénol A, dans les plastiques. Certains pesticides imitent des hormones dans votre corps et peuvent favoriser des cancers hormonodépendants comme le cancer du sein ou de la prostate. Connaître ces expositions, c'est déjà avoir la possibilité de les réduire. Nous y voilà. La partie que vous attendiez depuis le début. Parce que toute cette information n'a de valeur que si elle se transforme en action. Alors laissez-moi vous donner un plan concret, pratique, réaliste, des choses que vous pouvez commencer à faire dès aujourd'hui. La première action, et je la mets en numéro 1 parce qu'elle est de loin la plus impactante statistiquement, c'est le dépistage régulier. Si vous avez plus de 40 ans, il n'y a aucune excuse pour ne pas faire régulièrement les examens de dépistage adaptés à votre âge et votre sexe. Une mammographie pour les femmes, un PSA et un toucher rectal pour les hommes. Une coloscopie à partir de 50 ans ou plus tôt si vous avez des antécédents familiaux. Un frottis cervico-utérin régulier pour les femmes. Un bilan biologique annuel avec marqueurs tumoraux si vous avez des facteurs de risque élevés. Ces examens existent pour une raison, détecter le cancer avant qu'il ne soit visible, avant qu'il ne cause des symptômes, au stade où le traitement est le plus efficace. Chaque année que vous remettez ce dépistage, c'est une année pendant laquelle une tumeur éventuelle peut progresser silencieusement. La deuxième action, c'est de transformer votre alimentation vers un modèle anti-cancer. Et je dis transformer parce qu'il ne s'agit pas d'ajouter un super aliment par-ci par-là, mais de changer structurellement ce que vous mangez régulièrement. Augmentez massivement votre consommation de végétaux, légumes, fruits, légumineuses, céréales complètes. Ces aliments fournissent des fibres qui nourrissent votre microbiome, des antioxydants qui neutralisent les radicaux libres, des phytonutriments comme le sulforaphane dans les brocolis, le lycopène dans les tomates,
la quercétine dans les oignons qui ont tous démontré des propriétés anti-cancer en laboratoire et dans des études épidémiologiques. Accordez une attention particulière aux légumes crucifères brocoli, chou-chou-fleur, chou de Bruxelles, roquettes. Ils contiennent des composés qui activent des enzymes de détoxication dans le foie, aident à éliminer les carcinogènes et peuvent même réactiver des gènes suppresseurs de tumeurs silencieux. Réduisez significativement les viandes rouges et transformées. La charcuterie saucisse, saucisson, viande fumée est classée carcinogène de groupe 1 pour le cancer colorectal. Ce n'est pas que vous ne pouvez plus jamais en manger. C'est que si vous en mangez tous les jours, vous augmentez votre risque de manière documentée. Considérez les viandes rouges comme occasionnelles et les viandes transformées comme rares. Éliminez les sucres raffinés autant que possible. Non pas parce que le cancer se nourrit de sucre de manière simpliste, mais parce que les sucres raffinés en excès favorisent l'obésité, l'inflammation chronique et la résistance à l'insuline, tous des facteurs de risque cancéreux documentés. Remplacez-les par des sucres naturellement présents dans les fruits entiers, avec leurs fibres et leurs nutriments. Intégrez régulièrement des épices et herbes aux propriétés anti-inflammatoires, le curcuma avec du poivre noir pour améliorer son absorption, le gingembre, l'ail, le thym, la cannelle. Ces condiments ne sont pas des médicaments contre le cancer, mais ils contribuent à réduire l'inflammation chronique et à soutenir le système immunitaire. Limitez l'alcool drastiquement. L'alcool est un carcinogène de groupe 1, le plus haut niveau de certitude dans la classification des carcinogènes. Il augmente le risque de cancer de la bouche, de la gorge, de l'œsophage, du foie, du côlon et du sein. Il n'y a pas de dose considérée comme sans risque cancéreux. Cancéreux, moins vous en consommez, mieux c'est. Faites attention à la conservation et à la cuisson des aliments. Évitez les aliments qui sentent le moisi, particulièrement les céréales et légumineuses stockées dans des conditions humides. Les aflatoxines qu'ils peuvent contenir sont hautement carcinogènes pour le foie. Évitez de carboniser les viandes sur feu vif. Préférez la cuisson douce, à l'étouffée, à la vapeur ou en sauce. Réduisez l'utilisation de récipients en plastique pour les aliments chauds. Préférez le verre, l'inox ou la céramique. La troisième action, c'est de bouger votre corps régulièrement. L'activité physique est l'un des facteurs de protection les mieux documentés contre de nombreux cancers collants, sein, endomètre, rein, foie, entre autres. Elle réduit l'inflammation, régule les hormones, améliore la fonction immunitaire, réduit la graisse viscérale et améliore l'humeur. Il ne s'agit pas de devenir un athlète de haut niveau. Il s'agit de 30 à 60 minutes d'activité physique modérée à intense, au moins 5 jours par semaine. Marche rapide, vélo, natation, danse, sport collectif, choisissez ce qui vous fait plaisir, parce que ce que vous faites avec plaisir, vous le maintenez dans le temps. Pendant les séances d'exercice, votre corps libère des substances anti-inflammatoires, les myokines, qui agissent directement sur le tissu cancéreux et renforcent la surveillance immunitaire. La quatrième action, c'est de prioriser le sommeil avec la même rigueur que n'importe quel autre traitement médical. Utilisez 7 à 9 heures de sommeil par nuit. Couchez-vous et levez-vous à des heures régulières. Même les week-ends, votre rythme circadien régule une immense quantité de processus cellulaires, dont la réparation de l'ADN. Les perturbations répétées de ce rythme ont été associées à un risque accru de cancer du sein, de la prostate et colorectal. Créez un environnement de sommeil favorable, chambre fraîche, sombre, calme. Évitez les écrans au moins 1 heure avant de dormir. La lumière bleue des téléphones et tablettes supprime la mélatonine, l'hormone qui régule le cycle veille-sommeil et qui a aussi des propriétés antioxydantes et anti-cancer directes. La cinquième action, c'est de gérer activement votre stress. Je dis activement parce que le stress dans nos vies modernes ne va pas disparaître par magie. Il faut des stratégies délibérées pour en réduire l'impact biologique. La méditation de pleine conscience a fait l'objet d'études sérieuses dans le contexte du cancer. Elle a montré sa capacité à réduire les marqueurs biologiques du stress, à améliorer la qualité du sommeil, à réduire les cytokines inflammatoires et à améliorer la qualité de vie des patients en traitement. 10 à 20 minutes par jour, de manière régulière, peuvent produire des effets biologiques mesurables. La respiration profonde et contrôlée active le système nerveux parasympathique et contrebalance l'activation chronique liée au stress. Des techniques simples comme la cohérence cardiaque, inspirée pendant 5 secondes, expirée pendant 5 secondes, répétée pendant 5 minutes, ont démontré des effets mesurables sur l'équilibre du système nerveux autonome. Pratiquez les matins et soirs, construisez et maintenez des liens sociaux forts. L'isolement social est un facteur de risque de mort prématurée comparable au tabagisme modéré. C'est ce qu'a montré une méta-analyse portant sur des centaines d'études. Les liens sociaux chaleureux, le sentiment d'appartenir à une communauté, d'être vu et soutenu, tout cela a des effets biologiques protecteurs directs sur le système immunitaire et sur les marqueurs inflammatoires. La sixième action, c'est de protéger votre corps des carcinogènes environnementaux autant que possible.
Arrêtez de fumer ou ne commencez jamais. Le tabac est responsable d'environ 30% de tous les décès par cancer. Ce n'est pas un chiffre symbolique. C'est le facteur de risque comportemental le plus important de tous. Et l'arrêter, même après des années de tabagisme, réduit progressivement le risque. Chaque cigarette en moins est une victoire biologique réelle. Il n'est jamais trop tard pour arrêter. Évitez les pesticides autant que possible, choisissez des produits biologiques pour les fruits et légumes les plus contaminés ou lavez soigneusement vos produits conventionnels. Remplacez vos ustensiles de cuisine en revêtements anti-adhésifs dégradés par de l'inox ou de la fonte. Protégez-vous du soleil, pas en l'évitant complètement, car la vitamine D produite par l'exposition solaire a des propriétés anti-cancer importantes, mais en évitant les coups de soleil répétés et les expositions intenses aux heures les plus chaudes. C'est la 7e action, et c'est peut-être la plus importante pour ceux qui y ont accès, c'est de vous faire vacciner contre les virus carcinogènes connus. Le vaccin contre le papillomavirus humain protège contre les souches du virus responsable du cancer du col de l'utérus, du cancer du pénis, de l'anus et de la gorge. Ce vaccin est recommandé pour les jeunes garçons et filles avant le début de la vie sexuelle. Si vous avez des enfants adolescents, renseignez-vous et faites-les vacciner. Vous leur offrez une protection contre le cancer pour toute leur vie. Le vaccin contre l'hépatite B protège contre l'infection chronique par le virus de l'hépatite B, l'une des principales causes de cancer du foie dans le monde et particulièrement en Afrique. Si vous n'êtes pas vacciné, consultez votre médecin. La 8e action, c'est de connaître votre histoire familiale et d'en parler avec votre médecin. Ou si des membres proches de votre famille ont eu un cancer particulièrement à un âge relativement jeune, ou s'il y a plusieurs cas dans la famille, vous pouvez bénéficier d'un dépistage plus précoce et plus fréquent, voire d'un test génétique pour identifier d'éventuelles prédispositions. Ces informations ne doivent pas vous angoisser. Elles doivent vous outiller. Je veux conclure cette vidéo par quelque chose d'essentiel, parce que toute cette information peut être lourde à porter. Parce que certains d'entre vous regardent peut-être cette vidéo en ayant eux-mêmes un diagnostic de cancer ou en accompagnant un proche malade. Et je veux vous parler directement avec la même honnêteté que j'ai essayé de maintenir tout au long de cette vidéo. La guérison du cancer n'est pas une histoire simple de mérite ou de manque de mérite. Certaines personnes font tout bien, elles mangent sainement, elles bougent, elles gèrent leur stress, elles se font dépister et elles développent quand même un cancer. Et certaines personnes font peu de tout ça et n'en développent pas. La biologie est complexe et il y a une part d'aléatoire dans la vie qu'aucun mode de vie parfait ne peut entièrement éliminer. Ce que les données nous disent, ce n'est pas « si vous faites tout ça, vous ne développerez jamais de cancer ». Ce qu'elles nous disent, c'est « si vous faites tout ça, vous réduisez significativement votre risque de développer un cancer, vous augmentez vos chances d'en guérir si vous en développez un, et vous améliorez considérablement votre qualité de vie dans tous les cas. Ce n'est pas une garantie, c'est une probabilité. Et travailler sur ces probabilités, c'est la chose la plus sage et la plus puissante qu'on puisse faire face à un risque. Pour ceux qui combattent actuellement le cancer, sachez que votre corps n'est pas votre ennemi. Votre corps fait de son mieux avec les ressources qu'il a. Votre rôle n'est pas de le punir pour avoir laissé entrer la maladie, mais de lui donner chaque jour les meilleures conditions possibles pour qu'il puisse se battre. Dormez. Mangez du mieux que vous pouvez. Bougez ce que vous pouvez bouger. Acceptez le soutien des gens qui vous aiment. Trouvez du sens dans chaque journée. Ces actions ne sont pas des illusions, elles ont des corrélats biologiques réels et mesurables. Pour ceux qui sont en bonne santé et veulent le rester, ne remettez pas ces changements à demain. La prévention est toujours plus efficace, plus douce et moins coûteuse que le traitement. Chaque journée où vous prenez soin de votre corps, vous investissez dans un capital de santé qui vous protégera pour des décennies. La science du cancer progresse à une vitesse vertigineuse. L'immunothérapie a déjà transformé la survie de nombreux cancers jadis considérés comme incurables. La thérapie CAR-T, qui consiste à modifier génétiquement vos propres cellules immunitaires pour en faire des chasseurs de cancer ultra précis, donne des résultats spectaculaires dans certaines leucémies et lymphomes. Les vaccins thérapeutiques contre les tumeurs sont en développement avancé. Dans 10 ans, 20 ans, le paysage sera encore plus différent. Mais en attendant ces avancées, vous avez dès aujourd'hui des outils puissants entre les mains. Des outils simples, accessibles, prouvés. Et la différence entre ceux qui guériront et ceux qui ne guériront pas, dans une partie significative des cas, se jouera dans ces choix quotidiens, silencieux, que personne ne voit, mais que votre corps, lui, ressent chaque jour. Prenez soin de vous. Prenez soin de ceux que vous aimez. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Parce que l'information qui sauve des vies ne vaut que si elle circule. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez regardé jusqu'ici, vous êtes exactement le type de personne que j'espère toucher avec ce contenu. Quelqu'un qui prend sa santé au sérieux, qui veut comprendre et qui veut agir. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, abonnez-vous à la chaîne, likez cette vidéo si vous pensez qu'elle mérite d'être vue par d'autres.
Et dans les commentaires, dites-moi quelle partie de cette vidéo vous a le plus surpris ou le plus touché. Je lis tous vos commentaires. À très bientôt.